La question de l'emploi, vous allez sûrement y répondre parce que là, il faut avancer. Il y a d'autres questions qui se posent et sur lesquelles vous allez certainement avoir votre mot à dire. La question de l'emploi et de son ancrage régional reste très très importante. Daniel Ruland, conseiller général du canton de Montier-sur-Sault dans la Meuse, nous demande ceci: si seuls de très grands groupes de BTP sont concernés, comment pourra-t-on envisager sereinement la reprise d'activité des demandeurs d'emploi de la sous-région, des 3 cantons, et la création de PME dans le domaine? D'ailleurs, remarquons que la construction du laboratoire de l'Andra n'a pas permis l'implantation de telles PME dans le canton de Montier. Qu'en sera-t-il en termes de retombées économiques dans le futur ? Autre sujet toujours corrélatif, à ce sujet, pour soutenir une reprise d'activité économique, le canton ne pourrait-il pas envisager le recours à des formations spécialisées effectuées sur place? On revient encore à l'ancrage vraiment local. Et autre question, un peu corollaire, mais je vous les livre les trois à la fois, de Jean-Christophe Benoît de Rennes. Les personnels amenés à travailler sur le site seront-ils de statut privé ou fonctionnaire? Quel est le type d'emploi proposé? Ouvrier, technicien, ingénieur administratif? Quels contrôles médicaux du travail et par qui? Est-il possible de donner des conditions d'emploi, salaire, avantages, comité d'entreprise, etc., travail du dimanche? Bon, ça, je pense que c'est une question trop large sur laquelle on donnera davantage réponses sur le site. Je rappelle que toutes les questions, et notamment celles à laquelle on n'a pas pu répondre, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, trouveront réponse sur le site à la fois de l'Andra et des experts qui ont bien voulu nous assurer leur collaboration. Mais déjà, sur cet ancrage régional, qu'est-ce qu'on peut en dire les uns et les autres? Qu'est-ce qui est Patrice Torres de l'Andra? Oui, avec plaisir. On peut déjà dire qu'effectivement, la plupart du temps, les grands groupes répondent à nos appels d'offres, mais répondent soit avec des co-traitants et pas uniquement des sous-traitants qui sont des entreprises locales. Et on a plusieurs exemples, y compris l'entreprise du BTP. Il y a l'entreprise par exemple dans l'Aube, qui est une entreprise d'une centaine de personnes, ancrée dans l'Aube, qui s'appelle l'entreprise Poirier, qui aujourd'hui répond avec des entreprises du groupe Vinci par exemple. On a également un petit peu plus loin l'entreprise Urano qui répond également, alors là qui est une plus grosse entreprise, avec des entreprises de niveau national, parce que évidemment il y a aussi une logique économique. Un grand groupe ne travaille pas avec une base de collaborateurs implantés là où ils ont leur siège, qu'ils envoient sur tous les chantiers. Ces grands groupes ont des implantations également régionales, qu'on appelle soit des antennes, soit des filiales ou autres. Et dès qu'ils le peuvent, dès qu'ils trouvent de la ressource compétente ou à former localement, ils le font. Parce que c'est également un intérêt sur le plan économique. Et enfin, pour terminer, simplement dire aussi que à l'heure actuelle, sur le laboratoire, donc les ordres de grandeur ne sont évidemment pas tout à fait les mêmes. Sur le laboratoire et également sur les centres de stockage de l'Aube, plus de la moitié des gens qui travaillent, donc près de 500 personnes sur ces centres, sont des gens qui étaient originaires de la région. Alors je ne dis pas qu'ils n'avaient pas d'emploi, puisque je pense qu'une bonne partie était à l'emploi et puis sont venus par exemple chez nous, mais donc ça libère un emploi, celui qu'ils avaient, s'il ne disparaît pas. Et les autres, dont je fais partie, je dirige pas les centres de l'Aube depuis la banlieue parisienne ou marseillaise. J'habite depuis près de 10 ans dans l'Aube. Et donc, même si mon accent me trahit un petit peu, physiquement, j'arrive encore à faire illusion. Voilà. Oui. Donc, clairement, on devient aussi des habitants de ces territoires, des territoires qu'on apprécie, que l'on aime, comme les gens qui sont originaires de ces territoires. Mais voilà, on crée de l'activité. Effectivement, on vient, et c'est le dernier chiffre que je veux donner, sur 198 personnes à temps plein présentes sur les centres de l'Aube tous les jours que l'année fait, j'ai 2 personnes qui sont en célibataire géographique. Tous les autres sont ici en famille quand ils en ont une, ou en célibataire quand ils n'ont pas de famille. Un petit mot de Gilles Gaulier de la communauté de communes de Val pour l'emploi par rapport au laboratoire, c'est simple. Nous avons quand même des gens sur place. Dans tous nos villages, nous avons des gens qui travaillent à Andra. Et comme l'a dit Patrice tout à l'heure, effectivement, les gens avaient peut-être un emploi. Ils ont quitté leur emploi pour aller travailler au laboratoire. Donc ils sont sur place, ils vivent sur place. Donc les emplois qu'ils ont perdus ont été systématiquement remplacés. Donc ça a déjà apporté quelque chose. Et les gens il y a des gens qui sont célibataires géographiques, effectivement, mais qui vivent en groupe dans les villages. Ils louent une maison, ils louent autre chose, un appartement à plusieurs. En colocation. En colocation. Donc ça amène encore quelque chose. Donc faut pas dégénérer le système de l'emploi sur le secteur. Patricia Andriot, du Conseil régional, vous intervenir. Il ne s'agit pas du tout de nier cette réalité-là, simplement de relativiser son ampleur et les volumes que ça prend par rapport à la réalité des chiffres que ça a. Et voilà. Mais il faut imaginer l'ampleur du chantier. Oui, il faut imaginer l'ampleur du chantier. Mais même, on a discuté largement des chiffres
en pleine ampleur du chantier. Bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, par rapport aux liens grands groupes et TPE mais PME dans des alliances de co-traitance. Encore une fois, ça n'est pas si simple. On a été saisi dans l'été au niveau du conseil régional par la CCI Haute-Marne de cas d'entreprises qui avaient leur trésorerie mise en difficulté parce qu'elles se sont préparées à répondre à des appels d'offres, à répondre en co-traitance sur des marchés qui ne se sont pas conclus pour des raisons liées à la politique nucléaire de la France. Et ça met des entreprises en difficulté. Donc, encore une fois, avant les promesses de développement économique, voilà, il y a aussi des difficultés générées du fait de ces mariages ou de ces alliances parfois difficiles. Il faut le mesurer, quoi, et pas vendre la peau de l'ours avant qu'elle ne soit réelle, et mesurer la réalité de cette réalisation difficile. Alors Bertrand Thuillier, et puis après on aura la parole aussi à Hugues Valenton. Juste pour compléter également ce que dit Patricia, on a parlé, il y avait un auditeur qui parlait des statuts et de juste un exemple, par exemple en termes de statuts, et ça représente un petit peu, c'est une illustration en fait, hein. Par exemple pour la construction CIGEO, il faut savoir qu'il y aura 50 emplois de l'Andra, enfin affectés à l'Andra en moyenne. Par contre, durant cette même période, il y aura en sous-traitance 2700 emplois. Ça veut dire qu'en fait, on voit bien, en toute bonne gestion, je dirais, je ne remets pas en cause l'Andra. Clairement, par contre, je ne partage pas du tout les chiffres. Ne parlez pas tous les deux à la fois, parce que les là, chiffres, plus personne n'entend rien. S'il vous plaît. Juste, je vous demande de ne pas parler les deux à la fois, parce qu'on ne vous entend plus. Alors, Bertrand Thuillier et après Patrice Torres. Les chiffres, je suis en train de les lire d'un document qui est un document du CESEL, et dont la source est l'Andra. Donc, je dis, pour illustrer, donc 50 emplois de l'Andra, vous voyez, et 2700 en sous-traitant. Donc ça, c'est une première remarque. Donc ça donne un peu une question de statut et de pérennité des emplois. Ensuite, le deuxième point, c'est que, bon, moi je suis par ailleurs chef d'entreprise et je sais très bien qu'il est très difficile de travailler avec des grosses entreprises parce que à ce moment-là, il faut un certain nombre de certifications, un certain nombre de coûts, je dirais, d'agréments, hein, d'une certaine manière. Et ces certifications coûtent extrêmement cher et je vois mal comment des petites entreprises de Meuse ou de Haute-Marne pourraient répondre à des appels d'offres de sous-traitance de ce type-là. Parce qu'il faut, et on le comprend, et c'est tout à fait normal et je ne le nie pas, il faut des critères de qualité, d'agrément, etc., de certification, mais qui ne sont absolument pas à la portée des petites entreprises de Meuse et de Haute-Marne. Je ne doute pas que votre entreprise soit une entreprise qui ait également les Patrice qualités. Torres Vous pouvez aussi vous appuyer justement sur des grands groupes et sur l'Andra quand vous êtes une petite entreprise pour pouvoir vous faire accompagner et répondre et se mettre en capacité de répondre à nos marchés. Donc si vous le souhaitez, M. Thuillier, je vous invite également la semaine prochaine à la rencontre Devenez un prestataire de l'Andra. Et puis si vous avez des produits intéressants et une compétence qui peut nous être utile, peut-être on vous accompagnera pour que vous puissiez également travailler. Il a de grandes compétences, ne vous inquiétez pas. Hugues Valenton, vous voulez intervenir. Oui, 3 éléments par rapport à ce qui a été dit. Premièrement, sur la nature des emplois. Parce que ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai été surpris dans ces 2 ans passés en Meuse et en Haute-Marne par rapport aux perspectives de ce projet, de la nature des salariés qui viendront. Hein. C'est quoi leur catégorie socio-professionnelle ? La question très précise, alors peut-être pas du salaire, mais au moins du statut des revenus, n'est pas neutre, en sachant que, si je ne me trompe pas, et je parle sous le contrôle de M. Torres, il s'agit de revenus privés. Oui, donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur la manière dont les catégories socio-professionnelles sont profilées. Hein, moi, j'ai cru comprendre, en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué, d'une manière générale à l'Andra, on a affaire à des gens qui sont en ménage, qui sont jeunes et qui ont envie de travailler dans le développement durable, qui ont aussi cette fibre-là par rapport au boulot qu'ils font. Et ça, c'est pas neutre non plus sur la manière dont le territoire peut répondre à leurs attentes. Deuxième point, oui, je partage votre inquiétude ou votre responsabilité vis-à-vis du développement économique. En termes de développement économique, il faut toujours être prudent, notamment en termes d'action publique par rapport à ce développement économique. Je dirais simplement 2 choses ou 2 éléments qui sont ici spécifiques. Le premier, c'est qu'on a affaire à un investissement économique qui est captif. C'est-à-dire qu'il ne sera pas délocalisé du jour au lendemain. Ça, c'est un premier point en termes d'investissement et d'investissement public. Deuxième point, sur la pérennité des emplois. Moi, j'ai également été marqué sur les compétences, c'est qu'on a affaire à des compétences à formuler qui sont sur 3 générations de travailleurs, c'est-à-dire sur 100 ans. Et donc, la formation, enfin, aujourd'hui, offrir à un territoire ou proposer à un territoire 3 générations
de culture de métier, c'est pas quelque chose qui est neutre sur les impacts par rapport au territoire. Alors, il ne s'agit pas d'embellir le projet, il s'agit juste de mesurer et d'anticiper sur ce qui peut être fait. Je voudrais passer à une question sur l'agriculture qu'on n'a pas évoquée et qui pourtant concerne beaucoup nos internautes. On a beaucoup de choses là-dessus. 3 petites questions que je regroupe. De Laurence Labat de Mandres en Barrois. Nous sommes agriculteurs sur un des 2 sites et je désire comprendre comment vont se faire les travaux. Doit-on craindre pour notre ressource? Alors, j'ai perdu ma page. De Maxime Bien-Aimé de Naïf de Vambard. C'est un développement de la peur. Il y a bien mieux à faire en développant par exemple les filières bio. Aussi, qui nous arrive par mail à l'instant, je ne la trouve pas. Voilà, quel sera l'accompagnement de l'agriculture si les produits alimentaires cultivés ici deviennent impropres à l'alimentation? C'est toujours à la mairie d'Épizon qu'on nous pose cette question. Alors, Patrice Torres, il y en aura encore d'autres là sur l'agriculture. Clairement, pour le développement, pour en reprendre une, développer l'agriculture bio n'est clairement pas opposé au projet de l'Andra. Il n'y a aucun problème par rapport à ça et c'est déjà le cas là où nous avons déjà des installations en exploitation. De même, il est clair que l'agriculture de manière générale, qu'elle soit bio ou pas, ne sera pas impactée par notre activité au sens d'une pollution des produits qui seront produits sur justement ces territoires. Maintenant, pour la première question en fait que vous avez citée, il est clair que pour réaliser le centre, et personne n'est dupe et on ne l'a jamais évidemment caché, c'est clairement exprimé, nous avons besoin de surfaces. Ces surfaces peuvent être prises soit sur des terres agricoles, soit sur des bois, donc quelques centaines de mètres carrés de surface. Alors justement, une précision, parce qu'on nous demande aussi quels sont les besoins exacts de foncier. Quelques centaines d'hectares. Hein. Quelques centaines d'hectares. Oui, quelques centaines d'hectares pour les 2 installations de surface et potentiellement également, si on veut par exemple en brancher, pour pouvoir relier des lignes existantes ou qui ont existé au centre. Ce qui est important de rappeler, c'est que vis-à-vis de l'exploitation agricole, l'objectif de l'Andra, alors que ce type de projet, si bien entendu il est autorisé le moment venu, s'accompagne de la possibilité d'exproprier. L'Andra n'a jamais travaillé comme ça et ne souhaite clairement pas le faire. Donc l'Andra travaille depuis déjà de nombreux mois et de nombreuses années à l'acquisition de réserves foncières qui nous permettront, le moment venu, si nous sommes autorisés et que nous avons effectivement besoin de surfaces qui auront été identifiées, de réaliser des échanges. Et c'est très important, car nous n'exproprions pas, et les agriculteurs à qui nous pouvons acheter des terrains sont ravis de nous les vendre, puisque les transactions se passent totalement à l'amiable. La question aussi précisément de M. Laporte de Mazerolles, comment soutenir l'économie agricole de la Meuse avec un tel point en son centre? Manger local, elle est belle la France, il est donc temps d'investir dans des stations météo, thermomètres, baromètres, heures et compteurs GGR pour le particulier, non? Enfin, j'ai toute ma confiance dans la science et ma réserve pour la politique de chacun. Je vous la livre évidemment texto. C'est clair, mais j'inviterai cette personne à venir se promener dans l'Aube, où nous avons une activité agricole qui est très importante, y compris sur des appellations, y compris sur des produits pour lesquels l'Aube est leader. Donc il n'a qu'à venir se promener à proximité de nos centres. Comme quoi? Comme le chou, par exemple. Très bien. Gilles Goluet, vous êtes bien placé pour savoir tout ça. Vous êtes de la communauté de communes de Val-d'Ornois. Oui, juste un petit peu pour les échanges de terrain qui se passent avec les agriculteurs. Donc, bien entendu, il y a des agriculteurs qui sont concernés par le site. Donc, il faudra que ces terrains soient achetés par l'Andra. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses qui se sont passées entre eux. Ça s'est toujours fait à l'amiable et dans la bonne entente. Comme disait Patrice Torres tout à l'heure, il n'y a absolument eu aucune DUP, aucune expulsion, ni rien du tout sur le système des terres agricoles. Bon, évidemment, les agriculteurs qui sont concernés ont toujours une peur au ventre de façon que il va se passer quelque chose. Ils vont aller travailler un peu plus loin, donc ils vont récupérer des terres, peut-être même de meilleure qualité. Donc, moi, je pense que ça se passe d'une certaine façon en bonne entente avec la population locale et surtout la population des agriculteurs. Patricia Nio du Conseil régional. Alors, 2 types de remarques sur les questions qui ont été évoquées. Sur la question du foncier,
déjà, je pense qu'il faudrait quand même peut-être clarifier l'emprise foncière du projet, parce que vous parlez de centaines d'hectares, ce qui est déjà mieux que de centaines de mètres carrés. On est d'accord. Moi, j'ai quand même cru voir des chiffres où on était plutôt sur l'ordre de milliers, 2-3 000 hectares, voire plus. Ces C'est chiffres pas ne tout à fait sont pas les bon. bons chiffres, et il suffit de reprendre Bon. le document qu'on a publié sur lequel vous avez les surfaces qui sont précisées pour les deux zones, également les surfaces liées à la gestion des versats des blés. Ce qui est certain, c'est que nous avons également mis sur le site la surface, et c'est peut-être ça qui vous conduit à faire une erreur dans les chiffres, c'est que nous avons également diffusé l'information des surfaces foncières que nous maîtrisons à l'heure actuelle, pour être exact, à fin mai, et qui se portent à 1600 hectares. Oui, vous conviendrez avec moi. Patricia Andriot. Vous conviendrez avec moi que l'enjeu de maîtrise foncière d'un certain nombre d'hectares plus important que de l'ordre de la centaine d'hectares n'est pas de nature à rassurer les agriculteurs sur l'emprise foncière du projet. Sur la question des transactions qui effectivement se passent sans doute bien, elles sont pas tout à fait que de particulier à particulier, puisqu'il y a un rôle de la SAFER qui est quand même un acteur public. Quand on parle de terres agricoles, il y a également des bois. Bien sûr, hein, oui. Donc faut le dire. Et puis il y a aussi des échanges de transactions à des coûts qui sont quand même un peu au-dessus du marché. Il faut aussi le reconnaître, quoi. Non. Donc, Alors, non. Par rapport à ça, il ne faut pas laisser passer de fausses idées. Les transactions en tant qu'établissement public doivent être validées par les domaines, comme pour les communes, comme certainement pour la région si vous achetez du foncier. Les prix augmentent et c'est pas lié nécessairement à la présence de l'ANDRA. Vous avez aujourd'hui, que ce soit dans les bois ou dans les terres agricoles, des gens qui considèrent que ça constitue des valeurs refuges et qui donc investissent sur ces terres. Donc on a des transactions, et puis pour les terres agricoles, c'est relativement simple, tous les coûts des transactions sont publiés de manière régulière, donc vous savez combien coûte un hectare à tel endroit, à combien il a été vendu, quelle est la fourchette entre les valeurs maximales et les valeurs minimales. Donc de ce point de vue, il ne faut pas non plus laisser passer de mauvaises idées. L'ANDRA ne paye pas plus cher que ce que coûtent les terres. Maintenant, quand le marché augmente, si l'ANDRA, comme d'autres, souhaite faire des acquisitions, elle est bien obligée de mettre le prix de ce que ça coûte. Et il faut, dans tous les cas, que ce soit validé par les services de France Domaine. On est bien d'accord sur la question de la transparence, et c'est bien pour ça que j'avais quand même cru voir qu'il y avait une augmentation un peu plus forte du prix du marché foncier sur ces zones que dans d'autres zones de Haute-Marne, mais bon, c'est à noter. Alors le deuxième aspect sur les emplois qui ont été évoqués, la question par exemple sur l'agriculture bio, mais on pourrait revenir sur la viticulture. Là encore une fois, je crois qu'il faut être précis dans ce qui est signifié et pas laisser s'installer la confusion. Ce qui est en cause, c'est pas tant la question du risque de pollution immédiate, qui d'ailleurs, vous dites, et c'est normal que toutes les précautions sont prises pour que ce soit pas le cas, admettons. Je pense que derrière la peur là-dessus, c'est la question de l'image. Je pense que c'est pas pour rien, et c'est pas vous qui êtes de l'Aube qui me contredirez, si il y a eu un projet pour installation cette fois d'un centre de stockage de déchets FAVL qui a été rejeté du fait de viticulteurs qui ont craint quand même en termes de notoriété. Et quand on a évoqué au début du débat la question de la viticulture, les risques, c'est pas tant en termes de risque de pollution directe qu'en termes d'image pour la zone. Ça, c'est quelque chose qui me semble devoir être pris en compte. On dit, et c'est dit dans le schéma d'aménagement, et vous l'avez dit vous-même, qu'il y a un enjeu pour le territoire, et là je parle en tant que représentante de la région Champagne-Ardenne, il y a un enjeu extrêmement fort d'attractivité de la zone, de lisibilité, de connaissance. Moi, je veux bien qu'on m'explique beaucoup de choses, mais quand même, par rapport à l'image du nucléaire, j'ai un peu de mal à comprendre que l'implantation de centres de stockage de déchets renforce l'attractivité de la zone. Ça fait peur, vous pouvez pas, c'est indéniable. Et donc, ça, c'est une crainte. Et bon, on pourrait rentrer plus dans le détail sur la question de la filière champagne, qui est quand même une filière qui s'est structurée sur un modèle économique particulier et sur une image très particulière. Et je pense qu'on fait prendre des risques importants. C'est pour ça que je pense aussi que quand vous évoquez les quelques centaines, voire 2 ou 3 000 emplois sur le territoire, qui ne sont pas du tout négligeables, on est d'accord, dans la circonstance actuelle, dans l'économie actuelle, mais mis au regard de ce que ça peut avoir en termes de conséquences sur des filières qui, si je prends la filière, l'agriculture en Champagne-Ardenne, c'est 32 000 emplois. Le champagne, c'est, je crois, 30 000 emplois. Le tourisme, c'est 13 500 emplois. Je veux dire, si on est en termes d'image et dégradation, et là, peut-être pas immédiatement, parce qu'elle est retombée, mais à terme, je pense qu'il faut
mesurer ça. En tout cas, c'est notre responsabilité d'élus de se poser ces questions-là et d'avoir ça en tête très clairement aussi. Hugues Valentin, vous vouliez intervenir et puis après on donnera la parole à Patrice Torres. Oui, sur les questions précises et sur les points précis de l'accompagnement de l'agriculture, moi je pense qu'en effet, il y a un sujet important qui est celui de savoir canaliser le développement pour pouvoir maintenir une agriculture. Et là, c'est vrai qu'il y a des procédures aussi administratives de remembrement ou d'échanges fonciers qui existent pour faire en sorte à ce que les choses se passent bien au niveau local. Et puis, le deuxième point que je voulais dire aussi pour répondre à la question très précise sur les investissements pour assurer un suivi justement de l'agriculture et du contrôle de l'agriculture ou du contrôle environnemental, ça existe et c'est déjà en place. C'est l'Observatoire pérenne de l'environnement, dont c'est bien la vocation que de suivre les évolutions de l'environnement et donc des cultures, par conséquent, à proximité ou dans un espace rayonnant par rapport à CIGEO ou au laboratoire. Patrice Torres pour l'Andra. Nous avons effectivement, pour toutes les installations, des programmes de surveillance qui permettent de démontrer par les faits que ce que nous avions envisagé se produit et que l'impact de notre activité n'est absolument pas perceptible pour la qualité des produits et ne présente aucun danger. Je voudrais, comme Madame Andriot, je sais que vous aimez que les choses soient très précises, je voudrais quand même me permettre de vous corriger sur un ou deux sujets par rapport au projet FAVL, donc pour les déchets, le stockage des déchets de faible activité à Villongue, qui est un projet qui n'a absolument pas été rejeté parce que certains vignerons ou les gens du Champagne sont opposés, mais tout simplement parce qu'il y avait des communes candidates, 2 communes avaient été sélectionnées. Ces 2 communes ont fait le choix parce qu'elles ont subi des pressions, et je peux vous garantir que les pressions les plus agréables ne venaient certainement pas des gens du Champagne. Elles ont subi des pressions, elles ont retiré leur candidature. Et l'État avait pris l'engagement dès le départ, et donc a demandé à l'Andra d'arrêter ce projet. Ce projet, il existe toujours, puisque les déchets existent toujours et qu'il faut bien en faire quelque chose. Et ce projet, il continue également sa route, sur un autre modèle, mais le département de l'Aube et le canton de Soulaine sont potentiellement encore des acteurs pour ce projet, comme d'autres territoires. Donc il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc c'était simplement le retrait de ces candidatures qui avait conduit à l'arrêt du projet et absolument pas des pressions des uns et des autres. Quand, enfin, vous dites dans quelques années, on a quand même... Donc, je reprends vos termes, on ne sait pas si dans quelques années l'impact sur l'image ne pourrait pas être négatif. On a quand même l'exemple justement du département de l'Aube, qui jusqu'à preuve du contraire est également une zone productrice de champagne, sur lesquels nous sommes présents depuis plus de 20 ans et pour lesquels il n'y a aucun problème dès lors qu'effectivement il n'y a pas des attaques des uns ou des autres pour essayer d'opposer ces activités. Nous pouvons, et la preuve par l'exemple, c'est encore une fois le département de l'Aube, vivre parfaitement en harmonie différents types d'activités. Et sur le territoire français, je regrette, mais il y a un peu partout des AOC, des appellations qui sont à proximité de sites industriels ou d'autres activités. Quand les choses sont faites en concertation avec de la bonne intelligence, et Dieu sait que les agriculteurs en ont, que les élus en ont, que les industriels également, on arrive à construire. Donc on ne nie pas qu'il peut y avoir un impact potentiel sur l'image. À nous d'être prêts et à ces industriels-là d'être prêts. Donc il y a une dernière chose, un cahier d'acteurs qui pour moi est extrêmement important, qui a été rédigé par une fromagerie locale et qui précise bien que c'est à l'Andra d'apporter la démonstration dès lors que des opposants à nos projets voudraient essayer d'utiliser justement l'impact potentiel et ternir leur image pour ça, voudraient utiliser différents arguments. C'est à l'Andra d'apporter la démonstration que notre activité n'a pas d'impact sur l'environnement. L'OPE est un outil, il y aura après l'OPE, avec l'OPE, pour l'exploitation de ce centre, de toute façon, il ne pourra être autorisé qu'avec un programme de surveillance, comme c'est déjà le cas pour tous les sites nucléaires qui existent, qui permet de vérifier, de démontrer quel est l'impact de ces centres. Et j'ajoute que la surveillance n'est pas uniquement réalisée par l'exploitant industriel, mais elle est également complétée par une surveillance de l'autorité de sûreté nucléaire, accompagnée de l'IRSN, de laboratoires indépendants. Et si je parle par exemple une dernière fois, peut-être pas une dernière, mais en tout cas une nouvelle fois, de l'Aube, autour des centres de stockage, la commission locale d'information a mandaté à 2 reprises une association qui s'appelle l'ACRO, qui sont des gens opposés au nucléaire, mais parfaitement compétents pour réaliser des mesures et des analyses, qui ont confirmé le sérieux des mesures et des résultats transmis depuis plus de 20 ans par l'ANDRA.
Monsieur Thuillier, vous voulez la parole? Oui, alors plusieurs choses. Enfin, déjà, bon, le point sur l'agriculture, je pense que l'auditeur a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, il est vrai que pour l'agriculture, ça peut nuire à l'image de ses produits. Ça, c'est indéniable. Il est certain également qu'il y avait une étude qui avait été faite à la demande des maires de l'Aisne quand il y a eu un projet de stockage dans l'Aisne, et 66% des jeunes agriculteurs ne voulaient pas être à proximité d'un centre de stockage. Ce qui fait, donc, si on prend par rapport à un cercle de 5 km de rayon, ça ferait de l'ordre de 8000 hectares. Donc on voit qu'on fige beaucoup de surface. Cette étude date de quand? De 88. Merci. Je pourrais vous la redonner. Également, pour répondre sur l'OPE, le cahier des charges de l'OPE, c'est quand même de mesurer et d'analyser des questions de rejet de krypton, de d'iode 129, de bore, de mercure, etc. Donc en fait, il peut y avoir des pollutions. Et donc quand on est sous les vents dominants, et je pense que Gondrecourt est sous les vents dominants, ça peut être un souci. Alors ça c'est un point pour l'agriculture. Mais alors, donc je voudrais élargir la question de l'agriculture à l'agroalimentaire. Il est certain que c'est une question d'image. Quand vous avez parlé qu'il n'y avait pas d'impact, alors expliquez-moi pourquoi les gens du Tricastin, enfin les producteurs et les vignerons du Tricastin ont été obligés de changer leur appellation. Maintenant, c'est Adhémar. Pourquoi pour la Hague, le beurre de la Hague n'existe plus? Dites-moi pourquoi, alors à ce moment-là, là j'ai une bouteille de Perrier, il n'y avait absolument aucun souci de parler, enfin de consommer du Perrier quand il y a eu le souci avec, et tout le monde connaît l'épisode où il y avait eu quelques traces de benzène qui avaient été retrouvées. Bon. N'empêche que Perrier est passé de 1 400 000 bouteilles à 700 millions de bouteilles aux États-Unis en une année et n'a pas pu récupérer son image parce qu'une image, ça se dégrade. Quand il y a eu, par exemple, l'épisodie de H1N1. Non, mais attendez, je termine parce que la question de l'image est importante. Oui, mais c'est vraiment vous essentiel. nous avez donné déjà plusieurs exemples. Oui, je crois qu'on a bien compris tout à fait. votre question. Par exemple, il y avait eu un embargo des pays asiatiques sur le foie gras français parce que, par rapport à un élevage de lin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la question de l'image, c'est extrêmement important. Et quand vous êtes à l'étranger, si vous êtes aux États-Unis, en Asie, etc., d'où vous venez? Vous venez pas de Haute-Marne, vous venez pas de Meuse, vous venez de Champagne, vous venez de Lorraine. Et donc la visibilité des départements est très faible. Et quand on aura, par exemple, on le voit très bien quand il y a le convoi de l'Hague à Gorleben, de déchets haute activité, et ce sont ces déchets qui nous concernent, il y a une médiatisation de ces éléments-là. Et donc cette médiatisation, elle sera au niveau mondial. Je dis bien au niveau mondial, et c'est pas du tout comparable à ce que fait le stockage, au stockage de l'Aube. C'est absolument vivons cachés, vivons mieux. Mais là, pour les déchets haute activité, ce sera une renommée mondiale. Alors, vis-à-vis de l'image, vous pouvez pas dire qu'il y a une différence vis-à-vis de l'image, puisque vous essayez d'expliquer que justement, c'est pas lié à une réalité, mais simplement à l'image. On parle de déchets radioactifs. Il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger pour avoir des gens qui essayent justement d'opposer telle ou telle activité. Même vous, dans les transparents que vous présentez lors de certaines manifestations, vous amusez à coller. On va pas faire un débat mais simplement pour être... entre vous deux. Pardon, c'est pas un débat, c'est simplement pour imager très clairement les choses. Et je dis simplement que nous partageons le fait qu'effectivement, si des gens souhaitent dégrader l'image de certains produits parce qu'ils sont opposés à nos activités et essayer d'opposer les choses, ils peuvent le faire. À nous d'apporter la démonstration par l'OPE, par les programmes de surveillance, qu'il n'y a aucun problème de ce point de vue, et à nous d'entretenir un dialogue approfondi avec les gens de ces professions-là, comme nous le faisons déjà avec les gens du Champagne dans l'Aube ou avec d'autres productions, pour qu'ils soient armés pour faire face à certaines campagnes de désinformation qui pourraient être portées par les uns ou les autres. Patricia Andriot, vous répondre. Justement, en tant qu'élu, il s'agit bien évidemment surtout pas de dégrader l'image de telle ou telle filière, puisque c'est plutôt une crainte, mais bien sûr de prendre toutes les précautions et de poser toutes les questions et d'envisager quand même toutes les hypothèses. On a beaucoup parlé d'anticipation au début du débat. Je pense que c'est notre responsabilité collective d'anticiper, y compris les scénarios qui ne sont pas les plus agréables. Et à ce sujet, la question que je voulais poser ou la remarque, c'est par rapport à la méthodologie selon laquelle a été construite le SIDT, le schéma de développement. Moi, je regrette quand même que cette question-là, elle n'ait pas été plus explorée, puisque vous avez travaillé par méthode d'interview, si j'ai bien compris, et d'audition de différents groupes d'acteurs. Quand même, le fait d'aller interroger sur la question de la lisibilité des produits me semble important dans la zone dans laquelle on est. On n'a pas parlé aussi de toute la problématique des eaux aussi. Enfin, il y a Champagne, eau. Donc voilà, et ça, je regrette que ça ne soit pas présent dans ce document, que ça ne soit pas exploré quand même. Oui. Et c'est pas faire peur, c'est en tant qu'élu responsable. Je n'ai pas parlé de faire tort, j'ai simplement dit que effectivement c'était une attention que nous avions également et que c'est à nous d'apporter la démonstration qu'il n'y a pas de nuisance, et ensuite c'est également à nous d'accompagner
par des relations très étroites les acteurs de ces filières pour qu'ils soient prêts. C'est eux qui connaissent leur métier. Évidemment que nous nous interrogeons également et que nous travaillons déjà à de nombreuses reprises, avons travaillé et continuons à travailler avec eux pour qu'ils puissent être prêts à réagir. C'est ça qui compte. Dans les exemples du Perrier et du benzène que nous avions, qui avait été trouvé suite à une erreur industrielle dans le procédé, c'est aussi parce que la réaction en chaîne médiatique et autres n'a pas su être gérée par Perrier à ce moment-là. Donc donnons toutes les informations. Je sens que ça va être la faute des journalistes bientôt. Une conclusion, là on arrive vraiment au terme de notre émission. Une petite conclusion de Bertrand Thuillier déjà là-dessus. Oui, juste pour compléter ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parlais du train qui va de La Hague à Gorleben, c'est un train qui met 3 jours. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura des difficultés à cacher 100 000 trains durant la période d'exploitation. Et que par exemple... Pourquoi cacher pourquoi les cacher parce que quand on saura que par exemple... on ne va pas faire un retour sur l'autre. On va pas faire un retour sur notre émission précédente. Moi, je crains que ça pose des soucis. Bon, moi, c'est une crainte. Voilà, les craintes, on essaie de les exprimer, on essaie d'en parler, et c'est le but de cette émission, de ce débat public. Nous arrivons, c'est l'heure, au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous nos invités d'avoir tenté de répondre à toutes les questions qui nous sont arrivées. Une dernière, peut-être pour le président de la commission. On nous demande par SMS pourquoi ne pas utiliser un canal de diffusion public majeur comme France Télévisions pour retransmettre ce débat qui concerne les générations futures. Claude Bernet. Malheureusement, tel que fonctionne l'audiovisuel, c'est pas comme ça que c'est possible. Simplement, je voudrais... Vous l'auriez aimé oui, j'aurais Vous l'avez souhaité. sûrement aimé. Je voudrais à cette occasion dire que nous avions prévu de faire 14 réunions publiques et que ce soir, comme pendant les 7 soirées précédentes, j'aurais bien préféré que le débat entre nos experts se tienne devant une salle de 300 ou 400 personnes. Il y aura sans doute 300 ou 400 personnes qui vont connecter là, soit maintenant, soit avec quelques jours de retard, parce qu'on peut toujours remonter l'information à partir du site internet. Mais en fait, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas dit tout ça devant le public en lui permettant de réagir encore plus directement que par l'internet. Et c'est pas faute d'avoir essayé en son temps. J'en profite pour dire que toutes les questions qui n'ont pas pu être évoquées ce soir, faute de temps, faute de place, elles étaient vraiment très nombreuses, trouveront leurs réponses sur le site internet de la commission, avec des réponses contradictoires, aussi bien de l'ANDRA, maître d'ouvrage, que des différents experts qui veulent bien nous apporter leur concours. Donc merci de continuer encore à alimenter ces questions, puisque nous avons encore plusieurs débats. Le prochain, ce ne sera pas mercredi prochain exceptionnellement, mais le mercredi suivant, mercredi 13 novembre. Ce sera une émission consacrée au coût et au financement du projet CIGEO, et je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire et beaucoup à séparer de belligérants, j'imagine. Merci à tous, bonne soirée, à mercredi 13 novembre à 19h. Merci.